téléspectateurs, bonjour. Le Cameroun importe une quantité assez considérable de produits laitiers chaque année. Et pour renverser la donne, le ministère de l'Élevage a décidé de mettre l'accent sur la production, la transformation et la commercialisation des produits laitiers. L'équipe d'Agrimaga a décidé de parcourir 5 régions de notre cher et beau pays, à savoir le centre, l'ouest, l'Adamawa, le nord et l'extrême nord pour toucher du doigt. Et pour parler de la filière laitière au Cameroun, il n'y a pas mieux que le ministre de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales. Amis téléspectateurs, j'espère que vous l'avez certainement compris, le docteur Taïga est notre invité. Bonjour Excellence. Bonjour. Merci de nous recevoir dans le cadre de l'émission Agrimag. C'est moi qui vous remercie de l'intérêt que vous portez à ce secteur d'activité. Monsieur le ministre, quelle est la mission du département dont vous avez la charge? Les missions, ça se trouve à travers, n'est-ce pas, la dénomination du ministère, notamment le secteur de l'élevage et le secteur de la pêche que nous élargissons à l'aquaculture et tout ce qu'il y a comme industrie connexe, c'est-à-dire les industries de transformation, mais également le type de production qui peut être de nature industrielle. Voilà. Quels sont les types de spéculations qui existent au Cameroun? Vous savez, le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature. Par conséquent, on trouve au Cameroun la plupart de toutes les filières de production d'animaux domestiques. La filière bovine, à travers celle qui fait de la viande ou le lait, la filière porcine, la filière avicole, la filière de petits ruminants, l'apiculture, parce que c'est très important de faire l'accent particulier sur ce secteur d'activité, mais également d'autres types d'élevage, notamment les élevages non conventionnels. Vous savez, l'élevage d'escargots, les élevages de la côte, etc. C'est des élevages qui ont également un avenir. On peut parler également des élevages de grenouilles, où de plus en plus quelques acteurs se présentent dans ce secteur. Parlez-nous de la filière laitière. Où en êtes-vous avec la production aujourd'hui? La filière laitière est une filière importante pour le gouvernement. Vous vous souvenez qu'au mois de février 2019, le Premier ministre m'a demandé de faire un exposé en conseil de cabinet sur la réduction de la dépendance du Cameroun en lait. Donc ça devient une activité et une filière prioritaire pour le gouvernement. Il s'agit effectivement au ministère de l'Élevage de trouver les voies et moyens pour encourager la production laitière, amener le secteur privé, amener les opérateurs, amener les éleveurs à s'intéresser à ce secteur rentable. Quelles sont les races qui existent au Cameroun et surtout leurs caractéristiques? Les techniciens le savent. Je sais que les techniciens savent qu'il y a beaucoup de races. Nous avons des races locales, c'est vrai, mais de plus en plus, nous nous orientons vers des productions plus spécifiques avec des races hautement productives. Je parle ici de la production laitière où nous avons des races importées d'Europe. Mais au plan local, nous avons notre charolais national qu'on appelle le goudali. Le goudali est un animal viandeux qui a de très bonnes performances que les éleveurs, n'est-ce pas, gagneraient à préserver comme race. Nous avons également d'autres races, le white fulani, le red fulani, mais également beaucoup de métis. Au fil du temps, la filière laitière a été confrontée à de nombreuses difficultés liées à la production de lait. Mais aujourd'hui, elle est le reflet de l'ambition du ministère de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales, avec l'appui de la Caisse du développement de l'élevage du Nord, non seulement pour la promotion, mais également la valorisation de la production laitière. Cela passe par le secteur privé, à l'instar des religieuses du monastère Saint-Benoît de Babété, dans la région de l'Ouest. Comment ça se passe? Bienvenue chez nous. L'ingénieur. La transformation du lait, comment ça se passe? Il fait. Ça, on va y aller. Oui. Ça, c'est la doyenne, hein? Oui, la doyenne du monastère. Dans les années 2002, nous avons vu que nous consommions beaucoup de lait. Il y avait plus de religieuses qui venaient. Et comme nous faisons aussi le service d'accueil, on dépensait beaucoup pour acheter du lait.
Alors on s'est demandé comment on peut faire pour éviter. On a commencé avec les vaches locales. On a vu les vaches locales, on a acheté. Mais les vaches locales ne nous donnaient pas satisfaction, ça ne donnait pas du lait. Et en faisant un tour vers Bamenda, j'ai vu une plaque où il y avait les vaches laitiers dessinées, juste une photo comme ça. Ça m'a intéressée, je commençais à poser des questions. Comment est-ce que je peux faire pour avoir ces vaches? On m'a dit d'aller voir le projet Haifa Project à Bamenda. Je suis allée le rencontrer. Ils donnaient les vaches aux paysans. Et les paysans devaient du retour rembourser une vache gestante aussi. Ils ont dit que nous sommes des missionnaires, ils ne nous donnent pas les vaches. Mais par contre, ils peuvent nous aider à acheter. Ils nous ont indiqué, on est allé acheter 2 vaches. Et ça, c'était déjà 2005. On est arrivé ici avec les vaches, 2 vaches laitières. Et comme c'était juste 2 vaches, nous les avons bien nourries. Et après les mises bas, on a eu beaucoup de lait. On avait plus de 30 litres de lait. Mais nous ne savions pas, on buvait et il y avait de l'excès. Et on ne savait pas transformer. On a essayé de faire du yaourt et ça ne donnait pas. Alors on faisait aussi du fromage. On ne réussissait pas bien. Et quelqu'un est venu de Fumban pour nous apprendre comment faire le yaourt. Et à partir de là, on a commencé. Et au même moment, on nous a apporté un enfant, un orphelin, ici à la porte, pour dire que nous devons nous occuper. Et c'était une histoire tout à fait nouvelle pour nous. On n'a jamais eu des orphelins. Alors ce bébé, on l'a nourri avec le lait de vache tout le long. Elle a aujourd'hui 11 ans, 12 ans déjà. Elle est là à l'orphelinat. Et c'est grâce à ça que nous avons continué. Et il y a de cela 2 ans, nous on continuait avec les vaches, mais le lait n'était pas beaucoup. C'est avec l'arrivée de l'ingénieur qui nous a montré comment il faut mieux faire avec le fourrage, l'aliment, tout ça. Et ça s'est amélioré comme vous le voyez actuellement. C'est une étable constituée de 4 compartiments essentiels, dont l'aire de couchage où les animaux, n'est-ce pas, vont se coucher après avoir mangé pour ruminer et même vont y passer la nuit. Nous avons donc une aire d'alimentation qui est celle que vous voyez là actuellement. Les animaux sont tenus et sont en train, n'est-ce pas, de consommer dans des crèches. Nous avons l'aire de traite qui est le couloir, n'est-ce pas, juste devant nous, où les animaux sont traités 2 fois par jour. Et nous avons une aire d'exercice qui est cette aire où les animaux sont libérés 1 fois par semaine au moins pour, n'est-ce pas, faire des exercices. Nous alimentons nos animaux à l'aide du fourrage grossier et ce fourrage est fait, n'est-ce pas, de graminées fourragères et de légumineuses. Nous cultivons ce fourrage aussi au monastère sur une superficie d'environ 1 hectare. Tous les mois, nous testons la qualité du lait que nous obtenons. Utilisé chaque jour, c'est même le plus important chez la vache. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans les explications, tous les mois, nous faisons le test, n'est-ce pas, du lait, de la qualité du lait. Et nous prélevons 2 millilitres de lait par quartier, n'est-ce pas, de mamelle, auquel nous allons associer 3 millilitres du réactif Laboutesse de Cham. Et nous allons donc vérifier la qualité, n'est-ce pas, de ce lait. Alors, dès lors que nous recevons ce lait sur ce plateau, nous essayons de niveler. Nous devons retenir 2 millilitres et les coupelles que vous voyez là-dedans, c'est 2 millilitres, c'est automatique. Ces lignes, c'est 2 millilitres, c'est 2 millilitres. Alors maintenant, dans ce lait, nous ajoutons environ 3 millilitres de ce réactif. Par expérience, nous savons que ça c'est 3 millilitres environ, c'est un peu plus. Nous allons donc, n'est-ce pas, agiter ce lait, un mouvement un peu circulaire. Voilà, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une même vache avec ces 4 quartiers, n'est-ce pas, de ma mère, mais une est en cours, n'est-ce pas, d'affection et d'autres non. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous voyez que ce liquide, ce mélange est assez fluide,
dans ces trois coupelles, mais dans celui-ci, il est légèrement visqueux. Ça, c'est déjà une indication qu'il faut regarder de près, n'est-ce pas, cette mamelle. Donc, le taux de cellules dans ce quartier est un peu supérieur aux autres quartiers. Maintenant, il va passer à la traite proprement dite. Ça, c'est une treilleuse mécanique, surtout électrique, avec 4 trayons. Donc, il va les installer sur les billes, n'est-ce pas, de la vache. Le gouvernement, de temps en temps, mais surtout ces derniers temps, nous a assez épaulés. Il y a 2 mois simplement, le docteur Taïga, notre ministre en charge de l'élevage, son excellence, nous a fait l'honneur, n'est-ce pas, de visiter cette ferme. Et à sa venue, lors de sa venue, il nous a gratifié, n'est-ce pas, d'une nouvelle machine à traire d'environ 4 tonnes d'aliments concentrés, SPC, pour vaches laitières, donc avec des minéraux aussi, le sel et bien d'autres. Très satisfaite, très. Et on voudrait faire encore plus que ça. Puis on va avoir au moins une vingtaine de vaches laitières ici. C'est également les mêmes ambitions qui animent Moussa Moumini, installé à Ngaoundéré, plus précisément à Chakbal, région de l'Adamawa. Ici, dans cette ferme, on a 48 femelles en âge de reproduction, réparties en deux troupeaux. Nous avons des vaches hybrides, issues du croisement des races occidentales et des races locales. Nous avons entamé le croisement depuis 2007 jusqu'à nos jours. On essaie d'améliorer progressivement. En termes de lait, pour les races locales, le maximum qu'on puisse avoir, c'est 1 litre. 1 litre, 1 litre et demi. Avec les vaches hybrides, les génisses issus des croisements, nous réussissons à aller jusqu'à 5 litres en une seule traite. Mais si on fait 2 traites matin et soir, on peut aller à 8 litres. L'alimentation est divisée en 2 phases. Il y a la saison des pluies qui a 7 mois et la saison sèche qui dure 4 mois. Pendant la saison des pluies, les vaches sont alimentées directement par l'herbe verte. Et les veaux sont alimentés par l'herbe verte et l'herbe sèche qu'on garde dans le stock de la saison sèche. Nous sommes en phase de développement d'un projet appelé Prodel. Nous avons déposé nos dossiers. On est en train de travailler avec l'équipe de ce projet. Chaque 2 ou 3 semaines, il y a quand même une équipe qui descend sur les lieux pour faire des inventaires techniques. Et ils nous donnent des recommandations sûres. C'est une activité à part entière, génératrice de richesses pour un pays. On peut considérer le lait comme le pétrole. Puisque une vache, elle peut te produire du lait minimum 8 mois sur 12. Chaque jour, tu peux traire la même quantité pendant au moins 8 mois. Nous pouvons prendre un exemple. Une vache qui te donne juste 2 litres de lait par jour, tu as 720 litres par an. 720 litres, si tu multiplies par 4, tu as à peu près, une vache te donne un rendement de 300 litres. Ça, c'est rien que 2 litres. En faisant donc le ratio sur 8 litres, le volume sera plus important. Et c'est l'objet de l'amélioration génétique pour nous permettre d'avoir des quantités plus importantes. Si vous mettez la chaîne de valeur, c'est-à-dire de la production à la transformation, vous passez du simple au doux, la valeur ajoutée. Par exemple, 1 litre de lait frais est vendu à 400 francs, au moment où le litre de yaourt, c'est-à-dire le lait transformé, le litre est vendu à 1000 francs. Donc ce que je peux demander à la jeunesse, c'est de s'y mettre. Le pétrole qu'on voit ailleurs, nous l'avons, mais
sous nos pieds, mais nous négligeons. Si on se met au travail, on va y arriver. Soucieux du développement de la production laitière, Abdul Karimou décide d'écrire cette belle aventure en lettres d'or du côté de Banyu, malgré les difficultés. Moi, j'ai été des impôts. C'est tout ce que je connais comme travail. Bon, l'élevage, c'est juste une passion. Bon, malheureusement, la passion ne peut pas aller avec la connaissance. Bon, je ne joue pas de l'élevage, donc je ne m'y connais pas. Certains bœufs sont morts et puis il n'y a pas aussi d'autres moyens. Nous voulons quand même assez de moyens pour... Ça demande beaucoup de moyens pour faire ce genre de travail. Généralement, j'emploie 3 personnes. J'ai eu trop de difficultés parce que je ne connais pas qu'est-ce que l'élevage. On a pu acheter quelques bœufs, on avait une vingtaine. Aujourd'hui, vous retrouvez peut-être à peine 7. Juste parce que c'est mort, parce qu'on n'a pas su comment les entretenir. Alors, l'erreur que nous on commet, c'est que nous avons toujours tendance à faire confiance aux frères. Et ça, c'est quelque chose de très dangereux. Parce que généralement, vous avez confiance, vous laissez, bon, la retraite vous prend, vous revenez, vous trouvez qu'il n'y a rien. Et ça, c'est le cas. Il ne faut pas attendre d'abord à aller à la retraite avant de dire qu'on commence à faire un projet. Il faut le commencer. Déjà, sachant qu'à 5 ans, vous allez à la retraite, il faut déjà commencer à faire un projet. Ça vous permet de comprendre un certain nombre de choses avant que vous-même, vous ne veniez vous prendre vos affaires en charge. Bon, on nous parle généralement du Prodel, mais malheureusement, moi, je ne suis pas encore allé vers là pour y demander de quoi il s'agit. Certes, je sais que ça a trait à l'élevage. Bon, mais moi, venu de la retraite, je ne connais même pas comment on monte d'abord un projet. Ça, il faut se le dire sincèrement. Et c'est vrai, nous avons des gens sur place qui essaient de nous montrer comment est-ce qu'il faudra faire. On apprend déjà. Après une formation au Sénégal, Amadou Yaya, un bon élève, décide de mettre son expertise en pratique dans son étable du côté de Menganga. Je fais dans l'élevage depuis 2004 et c'est une belle histoire parce que c'est au niveau de l'APES. J'ai été à la formation de l'APES, l'APES qui nous a formés que de produire le lait est mieux que de vendre les animaux. C'est à cause de ça qu'on est en train de faire, de produire du lait. Parce qu'avec la production du lait laitière, quelqu'un peut vendre du lait sans vendre son animal, faire ses besoins. Je suis entre 17 et 22 litres par jour. Les vaches qui actuellement quittent, c'est 14 vaches. J'ai été avec le projet Prodel en mission au Sénégal pour aller sélectionner les vaches qu'ils vont importer ici au Cameroun. Et en plus, là-bas que j'ai vu comment on doit faire pour améliorer encore la condition de vie d'un éleveur et puis comment on doit faire pour changer l'élevage en modernisant ça ici. C'est pour cela que vous avez vu que j'ai fait un hangar ici pour les traits. C'est pour ça que j'ai fait cet hangar-là. Et c'est pour cela que vous avez vu que j'ai fait aussi des poulets dans mon ferme. Parce que c'est là-bas au Sénégal, j'ai vu partout. Dans chaque ferme, il y a des poulets, il y a des moutons. Chaque ferme est des producteurs laitiers. Donc, c'est à cause de ça que j'ai changé le programme. La jeunesse n'étant pas un reste dans cette course au développement de la production laitière, c'est ce défi que relève Mohamedou Bachirou chaque jour au quartier Garladi à Banyu. Ce qui nous encourage d'entrer dans la production laitière, étant donné que nous sommes des fils des éleveurs, à l'époque on ne produisait que de la viande. Et au cours du temps, nous avons constaté qu'il y a une plus-value au niveau de cet élevage. Donc nous avions compris qu'à base du lait, on peut faire beaucoup de choses sans toutefois vendre nos animaux. Nous vendons localement à ceux qui veulent du lait sans transformer une partie et une autre partie nous la transformons pour aller vendre au niveau de notre bar laitière. Nous transformons le lait en yaourt, en lait stérilisé et il y a aussi le beurre. Donc c'est les 3 produits pour le moment que nous exploitons.
nous produisons le gaz, le biodigesteur dont nous avons ce biodigesteur ici. Nous allons exploiter les urines de ces animaux ainsi que les excréments pour produire le gaz à la cuisine, dont nous utilisons ce gaz pour chauffer le lait. Le tuyau-ci sort du biodigesteur, là où nous étions au niveau de la ferme. Donc c'est le gaz qui descend ici. Voilà notre foyer qui est là. Donc à base de ce foyer, la cuisine de la maison fonctionne à base de ça et la transformation du lait pour chauffer le lait aussi, ça se passe là. Nous n'avons pas besoin d'acheter ni le bois ni le gaz sur le marché. Nous avons notre gaz naturel qui est là et qui n'a pas de risque d'incendie. Parce que dès que tu claques les allumettes, même si tu ouvres le gaz après 1 ou 2 minutes, tu peux claquer les allumettes, la hauteur de cette flamme ne pourra jamais dépasser 25 cm. Donc voilà l'un des plus grands avantages de notre exploitation. En tant que jeune éleveur, nous aimerions dire à Monsieur le ministre, nous allons lui dire des félicitations parce que nous avons constaté que Monsieur le ministre a mis les accents sur la production laitière et que vraiment que tous les éleveurs doivent aussi comprendre que l'élevage ne s'arrête pas sur la production de viande. Puisqu'en production de lait, tu as ton lait, tu vends ton lait, tu as de l'argent sans toutefois vendre l'animal. Alors qu'en production de viande, pour obtenir de l'argent, il te faut vendre ton animal. Donc c'est ce qui nous encourage. J'aimerais dire aux jeunes qui me regardent actuellement que vraiment la production laitière est un métier par excellence. De un, tu es libre, tu le fais, tu n'attends pas à la fin du mois pour aller toucher ton salaire, c'est très important, tu es autonome. Et de deux, tu vends ton lait, à tout moment tu as de l'argent, c'est aussi très important. Et tu te spécialises en métier, donc d'ici un peu de temps, donc tout ce qu'on voit à travers les images, télévision ou vidéo, ce qui se passe en Europe se passera aussi ici. Donc les jeunes vont savoir qu'on ne part pas à l'école pour être fonctionnaire, on part à l'école pour savoir ce qu'on doit faire dans la vie. La femme étant la mamelle nourricière, c'est avec amour et passion que Astadiam conduit son étable dans la ville de Marois, région de l'extrême nord. Je suis de formation infirmière humaine, mais comme j'ai pris ma retraite, je m'occupe maintenant avec les vaches. Je fais dans les vaches laitières. Je me lève déjà très tôt, à 5h30. Donc je suis là avec le personnel, on essaie de se donner les coups de main, on nettoie. Bon, s'il y a des problèmes, est-ce que les bêtes souffrent de présence de mouches, il faut intervenir. Est-ce que la ration alimentaire, il y a quelque chose qui manque, il faut intervenir. Et ça, c'est tous les jours. On ne peut pas venir dans la ferme et dire qu'on n'a rien à faire. Il y a toujours à faire. Toujours à faire. Est-ce que les mangeoires, c'est bien? Est-ce que l'abreuvoir, est-ce que c'est correct? Est-ce qu'il n'y a pas à nettoyer ou à mettre l'antiseptique? Tout ceci. Donc voilà, c'est le travail de tous les jours. J'ai eu des soutiens du ministère de l'élevage. Je ne peux pas peut-être vous citer d'une manière chronologique, mais je vais y aller. Donc il y a déjà le mangeoire qui est là. On a reçu une bonbonne de transport de lait de 20 litres. Une machine broyeuse qui est là à l'intérieur, broyeuse de tiges, et une vache Simgout, il y a de cela 3 ans. Voilà en général ce que nous avons reçu du ministère de l'élevage et puis la visite d'échange aussi au Sénégal et en France. Le produire, c'est même à travers eux que nous avons bénéficié du voyage au Sénégal. En réalité, moi j'ai représenté dans l'extrême nord.
même l'étable, la forme de l'étable. Parce que quand je partais au Sénégal, on a construit, mais on n'avait pas fait la toiture. C'est quand j'ai vu donc la toiture là-bas au Sénégal chez d'autres fermiers que j'ai donc essayé d'adapter. Bon, à peu près, c'est pas tout à fait ça, mais je crois qu'avec le temps, on pourra améliorer. C'est une activité qui marche. Ça produit de l'argent. Nous le plaçons seulement au bar laitier. Parce qu'au départ, on plaçait dans les alimentations. Mais on a rencontré pas mal de difficultés. Alors, tout ceci nous a amené donc à créer notre point de vente Njaren au niveau de bar laitier à Doma et Congo. Bon, le conseil que je pourrais donner aux femmes, c'est que déjà, c'est une activité, il faut un début à cela. Parce que quand on n'aime pas, c'est difficile de se jeter. Parce que comme disait quelqu'un, même mes enfants même disaient, maman, c'est salissant. Donc, mais pour quelqu'un qui a quand même eu des frottements avec les animaux, soit à travers ses parents, soit à travers, moi je leur dis, surtout la production laitière, ça vaut la peine de la faire. Le Cameroun, qui compte actuellement 1 160 000 vaches en lactation essentiellement constituées des races locales, tient à améliorer cela avec l'arrivée des génisses gestantes pour booster la production nationale. Elle est prête à fuir au boulot. Elle est prête à détaler. Tu vas courir pour des vaches. Dans le cadre du projet de développement de l'élevage, vous vous apprêtez à importer des génisses gestantes pour booster la production laitière au Cameroun. Et d'ailleurs, on a visité la station zootechnique de Louguéré qui va accueillir ces génisses. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, comme je vous le disais, en février, le Premier ministre m'a prescrit effectivement de booster ce secteur laitier afin de réduire la dépendance du Cameroun en lait, parce que nous importons beaucoup de lait. Et nous pouvons également produire. C'est pour ça que le PRODEL, qui est le projet de développement du secteur élevage, un projet que nous mettons en œuvre avec la Banque mondiale, va pouvoir faire importer des vaches gestantes, laitières, hautement performantes, pour pouvoir accélérer un peu le processus de production. Mais concomitamment, il ne s'agira pas seulement d'importer, mais également de faire des croisements d'amélioration avec l'insémination artificielle. Donc tout ceci dans le but de pouvoir améliorer la production laitière nationale. Et ceci va se faire pour les 3 prochaines années. Quelles sont les autres solutions envisagées pour booster la production, mais également la politique mise en place par le MINEPIA pour valoriser et promouvoir la filière laitière? Oui, pour la filière laitière, à travers l'insémination, l'importation des vaches laitières, mais il s'agit également d'améliorer l'habitat. Vous savez que pour le système de production, c'est l'alimentation, l'habitat et la formation du éleveur. Donc, ces 3 piliers vont sûrement être développés. Nous allons veiller à cela. Mais également, il y a les autres productions, notamment pour améliorer la qualité, notamment pour les petits ruminants. Vous savez que le gouvernement s'apprête à lancer une large campagne de vaccination gratuite de l'ensemble du cheptel des petits ruminants. Ceci devrait permettre de réduire de 10 à 15% de mortalité due à cette maladie. Et par ricochet, par déduction, une augmentation, n'est-ce pas, de la production nationale. Tout est mis en place, donc il y aura la vaccination, il y a l'importation des vaches, mais il y a également, ce n'est pas seulement les vaches laitières, il y aura l'importation des truies. Dans le but de réduire les importations de lait ainsi que toute sa chaîne de valeur, le ministère de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales a mis en place un système de collecte pour une meilleure traçabilité du lait dédié à la transformation. Tout commence par Idol, localité située dans la région de la Damawa.
Il est environ 8 heures du matin lorsque les premiers producteurs arrivent dans ce centre de collecte pour un contrôle de qualité. Le contrôle consiste à prendre un échantillon du lait apporté par le producteur et prendre une quantité. Je prélève 5 ml de lait. Je passe à l'ébullition. Je passe mon lait au feu pendant 4 minutes. Si le lait bout normalement, j'ai besoin de bonne qualité. Après refroidissement, il n'y a pas de grumeaux, il n'y a pas de floculation, pas de caillage. Mon lait est accepté. Il est bon. S'il y a formation de floculation, c'est que le lait n'est pas bon. Ou bien caillage, on rejette ce lait avant de mélanger ce lait au bidon qu'on amène chez les transformateurs en Gaoundéré. Je corrige, il y a aussi une autre quantité qu'on envoie à Meganga. Après contrôle et validation, notre lait est prêt à prendre la route direction Gaoundéré, où il est accueilli par Adama Amadou. Elle effectuera quelques tests avant sa transformation, à savoir le degré d'acidité, la densité, la température de notre lait et bien d'autres. Après cela, place à la transformation conduite par Abdul Kadri. Ici, nous avons notre salle de transformation du lait cru naturel venant des différentes fermes laitières et des centres de collecte que nous avons engagés. Une fois la qualité validée, on fait entrer le lait dans la salle de transformation. Qu'on écrème d'abord tout le lait entré par souci de standardisation. Une fois écrémé, en fonction de la quantité, on peut choisir soit de refroidir à travers les tanks de refroidissement le lait pour le maintenir à bonne température et en bonne qualité, soit passer directement dans notre unité de transformation de pasteurisation. Bon, là, il lance la production, le conditionnement. Ici, on a le lait qui est ensemencé, conditionné dans des sachets de 125 ml. Là, actuellement, c'est encore du lait ensemencé, non du yaourt. La prochaine étape sera l'étuvage. À partir du lait pasteurisé, on peut fermenter du lait pour avoir du yaourt ou sinon, un autre produit fini. Sinon, on peut avoir de l'ice cream, la glace. Un tour de magie et notre glace est prête à la consommation. Avant de quitter la région de l'Adamawa, nous faisons escale à Menganga pour une petite gourmandise. Question de déguster un beurre made in Cameroun. On tamise le lait pour enlever certaines impurités. Après avoir écrémé et tamisé, maintenant on va écrémer le lait. Cet appareil s'appelle l'écrémeuse qui a été aussi fourni par le Minepia. Le lait va sortir d'un côté et la crème de l'autre. Ça c'est le lait qui sort ici et la crème sort de l'autre côté. On l'appelle l'écrémeuse parce que ça enlève la crème d'un côté. Ça laisse le lait écrémé ici. On va faire le beurre maintenant en passant par cet appareil qu'on appelle barade. C'est la crème. Comme celle-ci là qu'on vient de recueillir là. C'est ce qu'il avait déjà fait. Une dizaine de minutes. Ça va prendre une dizaine de minutes. On voit comme ça, on sait que c'est déjà prêt. Donc quand c'était pas prêt, quand on met là, c'est le lait qu'on voit en haut là. Et dès que le lait disparaît, on commence à voir le beurre, ça veut dire
servir. Olo, j'adore bien ça. J'adore ça. Au revoir Minganga, affectueusement appelé Boston par les signes. Bienvenue dans la région du littoral, précisément en Boroko, où nous faisons la rencontre de notre maître fromager. Ce lait, on l'a extrait ce matin à 6 heures. Donc, quand je réceptionne le lait, la première chose, c'est... J'essaye de voir d'abord. Vous voyez comment il a une couleur, il n'est pas trop blanc. C'est pour contrôler la qualité. Je suis en train de goûter pour connaître s'il est de bonne qualité, s'il n'y a pas eu de petits problèmes, le récipient, si ça a été bien lavé, ou alors la vache a de la fièvre. Après, il y a l'odeur. Bon, je pense que... Et la température. Entre 26, 27, 28, il n'y a pas de problème. Là, on est sûr que le lait est de bonne qualité. Comme la traite se fait à la main, il faut maintenant filtrer le lait. Voilà la filtration qui commence. Parce que son lait est bon. Il est de très très bonne qualité. Vous voyez, il contient beaucoup de beurre, comme je vous disais. Il a moins d'eau. Vous voyez, il a même la couleur, elle est jaunâtre. C'est comme si c'était du beurre. Donc c'est ça qui fait cette bonne qualité de fromage que nous produisons aujourd'hui. Et nous pouvons être fiers sur la qualité de ce fromage au niveau de la planète. Parce que les pâturages comme le Maningouba sont rares. Après ça, je pasteurise et j'obtiens la pâte pour passer à la moule, où j'attache. Là, la pâte obtenue, après pasteurisation, je mets cette pâte dans ce pressoir qui me permet de presser. Donc, là, on presse la pâte. Donc, c'est comme ça. On va attacher comme ça. La pâte est à l'intérieur. Et on fait égoutter durant 24 heures. On fait égoutter. Parce que là, il y a un trou là. Et là, c'est... Quand la pâte est à l'intérieur, on va laisser cette pâte. Elle va s'égoutter durant 24 heures. Ça va couler comme ça toute la nuit. Mais je préfère 24 heures parce qu'en 24 heures, la pâte est bien condensée. On peut laisser 3 heures, 4 heures, mais je préfère laisser toute la nuit pour obtenir un fromage quand même bien condensé. C'est-à-dire là, on fait vieillir le fromage là à l'intérieur où il va passer 2 semaines. On appelle ça la période de raffinage. Il a 2 semaines ici à l'intérieur. Ben, on peut le laisser plus longtemps. Parce que comme c'est un fromage bio, il est résistant. Il peut tenir 6 mois ici à l'air libre, 7 mois, pas de problème. Mais déjà, après 2 semaines, on peut déjà consommer. Ici, il est déjà en maturité. Ici, il a déjà plus de 2 semaines. Le Cameroun, qui continue à faire recours aux importations de lait et ses produits dérivés, évalue à 300 000 tonnes, soit un déficit de 120 000 tonnes pour combler la demande sans cesse croissante. La filière laitière, quant à elle, espère conserver ses devises liées à l'importation grâce aux efforts consentis par le ministère de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales. Quelles sont les perspectives en court et en moyen terme concernant la filière laitière? En perspective, nous pensons que le
l'opérateur économique, l'éleveur doit être au centre du système. Par conséquent, il faudra améliorer la formation des producteurs. Il faudrait également que nous mettions l'accent sur l'aspect génétique. C'est très important. Et également, ces filières, c'est toute une chaîne de valeur. Il faudrait que tous les chaînons de la chaîne de valeur soient clairement identifiés et que les acteurs, n'est-ce pas, s'intéressent à chacun des chaînons de cette filière parce que c'est une chaîne, effectivement. Donc nous allons, à travers les processus de sensibilisation, de formation, pouvoir, n'est-ce pas, faire développer l'ensemble de la chaîne de valeur qui va de la production à la commercialisation, en passant par la transformation, etc. Donc c'est de ça qu'il s'agit, c'est les perspectives, et en mettant bien sûr au centre du dispositif le producteur, le secteur privé, les investisseurs également. L'État devra améliorer un peu le cadre réglementaire du secteur pour accompagner toutes les initiatives qui vont se présenter. D'accord. Monsieur le ministre, vous encouragez le secteur privé à se lancer dans l'élevage. Nous savons que l'aliment, c'est le gros problème de l'élevage. Qu'est-ce qui est fait par votre département pour rassurer les futurs éleveurs ou encore ceux qui sont déjà dans le métier au niveau du fourrage? Déjà, votre question vient à point nommé. Ce matin, je venais de recevoir de la FAO une réponse favorable par rapport à un TCP sur l'amélioration de la qualité. Parce que c'est un peu une deuxième phase. Nous avons déjà fait un projet TCP avec la FAO sur l'amélioration de l'alimentation. Tout ce qui sera fait, c'est d'abord le cadre réglementaire qui sera amélioré. Donc les propositions sont là, nous commençons à analyser tout ce qui a été dit lors de la première phase. Ensuite, il y a une équipe qui est aujourd'hui en ce moment en Espagne pour travailler avec une entreprise afin de formaliser un projet que nous avons élaboré dans le cadre du plan d'urgence pour l'accélération de la croissance. Il s'agira effectivement d'améliorer l'environnement, d'améliorer des pâturages, de faire des aménagements. Et nous sommes en train de travailler sur ces projets en espérant naturellement que ces projets iront à terme. Merci de donner l'opportunité de parler de la caisse de développement de l'élevage pour le Nord. La CEDEN a pour but de promouvoir le développement des élevages, la santé animale et l'animation pastorale. Depuis le commerce agro-pastoral de Bolova, il a été instruit au Minepia de moderniser l'élevage. Et ce que dit aussi le DSE, et le ministère de l'élevage nous a instruit de mettre une ferme pilote. Et ici nous sommes au niveau du site mythique de Laurevina. Voilà, on est en train de mettre ici sur pied une ferme laitière, une ferme pilote laitière. Les éleveurs vont venir voir ce que nous sommes en train de faire pour promouvoir la production laitière afin de réduire les importations du lait. Puisque nous avons commencé il y a de cela quelques années avec la culture fourragère, notamment le Bracaria et les Stulozantes, au niveau de la Damawa, et au niveau du nord, le mil fourrager. Pour entretenir un champ fourrager, après avoir sémé les grains, après un mois, si les grains sortent, donc on va commencer le premier sarclage après un mois et le deuxième sarclage au mois d'août, c'est-à-dire après 2 mois. Dans certaines zones, si le sol est pauvre, donc il faut automatiquement l'engrais, c'est-à-dire amender le sol. Vers le 15 ou le 20 novembre, on commence donc à faucher le champ. Après avoir fauché, on laisse les herbes pendant 1 semaine pour qu'ils se sèchent un peu. Et après, donc, on commence donc à botter, c'est-à-dire pour faire sortir les bottes de foin.
Moi, c'est Dr Sadou Amadou Adama. Je suis le coordonnateur national du programme d'appui à la sécurisation et à la gestion intégrée des ressources agro-pastorales. Nous menons des activités agroécologiques au niveau de nos sites expérimentaux. Vous savez que dans le Grand Nord, nous avons, excusez-moi du terme, dans la partie septentrionale, nous avons identifié plus de 800 000 terres de vertisol, des zones de terres incultes. Donc qu'il faut, pour pallier à ce problème de manquement des zones de pâturage, nous nous sommes dit qu'il vaut mieux récupérer ces sols, les restaurer, les valoriser en faisant des cultures fourragères. Et en ce moment, les paysans, les producteurs vont s'approprier de ces techniques agroécologiques pour mener les mêmes activités au niveau des villages, pour résoudre le problème de conflit agro-pastoral lié à l'utilisation des espaces agro-pastoraux. Dans nos 20 communes, nous avons choisi 20 villages terroirs, des sites terroirs, où nous diffusons les essais que nous avons menés au niveau de nos sites expérimentaux. Et maintenant, les paysans qui sont encadrés par nos opérateurs, notamment la Sceau de Coton et le programme PCP-ACFA, font des visites d'échange. Et ils s'approprient de ces techniques qui sont menées au niveau des terroirs d'innovation pour répliquer au niveau des villages. Voilà notre intervention. Et ceci permettra d'augmenter l'offre fourragère et par conséquent, vous savez qu'il n'y a pas de production animale sans fourrage. Voilà la liaison entre le passe girafe et la production de lait. Je suis entomologiste médical et vétérinaire. Mon métier, c'est lutter contre les insectes qui rendent les animaux et les hommes malades. L'objectif de notre structure est basé 1. Sur l'étude des conditions d'infestation des parcours. 2. La lutte efficiente en fonction des résultats de recherche. 3. La préservation de l'état d'assainissement des parcours. Avec ce travail, nous avons contribué de manière efficiente à l'augmentation du cheptel du bétail au Cameroun. Vous savez, dans les années 1974, on importait encore de la viande bovine, mais aujourd'hui, on en exporte. Donc nous avons contribué de manière efficiente à ces résultats. Dans l'intensification, il y a augmentation des maladies parasitaires. Vous savez, les animaux sont sur place, ça facilite le développement des parasites, ça facilite l'attaque de ces animaux par les insectes, puisqu'ils constituent une cible. Ici, il s'agit d'un écran de lutte sensible aux glossines, c'est-à-dire de par sa morphose, de par sa couleur et sa forme, et même son installation, une glossine à 200 mètres aux environs serait capable d'observer et d'être attirée par cette couleur. Et quand elle est attirée, elle vole vers cette couleur au lieu d'aller vers les animaux qui sont juste là à côté. La glossine viendra plutôt sur l'écran. Et une fois qu'elle est posée sur l'écran, nous avons les terminaisons nerveuses des insectes qui sont sous les pattes, sous les amproliums. Et dès qu'elle se pose, il s'agit d'un écran imprégné. Et dès que l'insecte se pose dessus, par effet knockdown, le produit agit sur les terminaisons nerveuses qui attaquent le système nerveux de l'insecte et l'insecte tombe. Pour les autres vecteurs tels que les tabanidés et les stomoxinés, les stomox par exemple sont des insectes sédentaires. Elles ne sortent pas de l'étable. Elles sont aux environs de l'étable. Et pour lutter contre les stomox, on utilise deux systèmes. Un système attractif fixe qui peut être constitué des pièges et des écrans et un système attractif mobile qui est même l'objet de la présence de l'insecte, c'est-à-dire l'alimentation sur le bétail. Nous utilisons le bétail pour lutter contre les insectes. Donc, par imprégnation, on peut lutter. On imprègne l'animal par pour-on en traçant le produit sur la ligne dorsale de l'animal avec diffusion sur le corps de l'animal. Dès qu'un insecte se pose, il tombe et meurt. Toutes les études convergent. L'infestation paralytique et les vecteurs diminuent considérablement la production. Tous les éleveurs et tous les professionnels et même les chercheurs convergent vers cette idée. D'où notre nécessité pour lutter. Oui, je suis Jarian Wilbassam. Je suis chargé de la production d'aliments complets pour toute espèce à nourrir. Par exemple, comme la volaille,
les vaches laitières pour l'engraissement, de petits et de gros ruminants. Comme tout autre aliment, pour la vache laitière, on a de nombreux ingrédients pour fabriquer un sac complet pour la vache laitière. On a comme source d'énergie, nous utilisons le maïs. Nous avons comme source de protéines, comme on en a beaucoup. On utilise à notre niveau le tourteau de soja, le tourteau d'arachide, le tourteau de coton, deux fois la farine de poisson. Généralement encore, on ajoute la cellulose qu'on utilise ici généralement, le son de blé, le son de riche. Et ce qui s'ajoute aussi, source de minéral que nous utilisons comme la farine d'os, le calcaire, aussi quelques coquilles. Les ingrédients que nous fabriquons, l'aliment complet pour la vache laitière n'est pas encore fini, donc nous ajoutons aussi un peu de sel, un peu de natron, et ce qui va faire un aliment. Nous avons la machine broyeur mélangeur que nous mettons d'abord le macronutriment dans le broyeur pour que ça puisse renvoyer ça dans le mélangeur. Et le micronutriment, ça veut dire des ingrédients farinés, nous mettons ça dans le mélangeur pour pouvoir donc former l'aliment complet. Et après avoir mélangé, nous sortons ça. Il y a un tube où on appuie, puis ça sort l'aliment complet, puis nous suturons. Puis on pèse par sac de 50 kg. Il existe au sein du MINEPIA les projets et programmes destinés pour le développement dans le secteur de l'élevage, à l'instar du PRODEL, ACEFA, AFOP et autres. Pouvez-vous nous en dire plus et surtout qui peut en être bénéficiaire? Tous les éleveurs sont bénéficiaires, les jeunes, les femmes. D'abord, le tropisme essentiel, c'est les jeunes à travers AFOP, qui est un projet de formation et insertion. Les jeunes hommes et jeunes femmes. Nous avons le projet ACEFA qui effectivement s'intéresse à l'amélioration des compétitivités au niveau familial. C'est pour ça, quand vous voyez la dénomination, nous avons un tropisme sur la femme, sur la famille qui produit. Mais également, nous avons un autre projet qui est le PRODEL qui vise ceux des investisseurs pour une échelle plus grande, pour des exploitations de moyenne et grande importance. Donc, toutes les couches sont notre cible. Et nous appelons donc les producteurs en disant la production, c'est d'abord le secteur privé. La production, c'est d'abord ce jeune qui veut s'investir et qui veut produire. Et nous devrons jouer notre rôle pleinement, la sensibilisation, la formation, la promotion, l'encadrement. Et je pense qu'ensemble avec le secteur privé, parce que le secteur privé est la clé du développement du secteur, parce que le secteur privé est la clé de l'agriculture de seconde génération, parce que le secteur privé, à travers le système de financement, à travers le producteur dans son exploitation, avec la qualité de ce qu'il fait, parce que la commercialisation doit accompagner ce processus, ce secteur privé-là est appelé davantage à s'investir dans la production animale. Excellence, nous sommes presque à la fin de cet entretien. Qu'est-ce que vous pouvez dire à l'endroit de ces éleveurs qui vous regardent, mais également à ce secteur privé que vous appelez par rapport à l'élevage? Ce que je leur dis, c'est que le gouvernement est à leur côté. Le gouvernement est à leur écoute et que le gouvernement est à leur disposition. Le gouvernement est avec eux et de leur côté pour qu'ensemble, nous menions cette agriculture de deuxième génération que souhaite le chef de l'État. Et l'encadrement est là, nous allons les accompagner pour qu'ensemble, nous produisons mieux et plus. Nous vous remercions d'avoir accepté d'éclairer l'opinion publique par rapport à la filière laitière. Je vous remercie.
Thank you.